Mon père avait promis 1 million d'euros à chacun de nous pour notre mariage, mais il a tout donné à ma sœur parce qu'elle s'est mariée la première. Je suis parti sans dire un mot. Jusqu'à ce qu'il reçoive l'invitation. La carte de félicitations est arrivée un mardi. D'un blanc ivoire, gaufré d'un subtil motif floral, le genre que l'assistante de mon père, Monsieur Dubois, aurait choisi. À l'intérieur, dans l'écriture familière et envahissante d'Henri, il était simplement écrit « Félicitations, Jasmine. J'ai hâte de voir ce que tu vas créer. » Pas de chèque, aucune mention de mariage, juste cette phrase unique dégoulinant d'un sarcasme que seul moi était censé comprendre. C'était la chute d'une blague dont je n'avais pas réalisé que j'en étais le sujet jusqu'à ce moment-là. Je m'appelle Jasmine et j'ai 29 ans. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, mon père, Henri Dubois, aujourd'hui âgé de 62 ans, avait fait la même promesse à ses 3 filles. 1 million d'euros pour chacun de vos mariages, un vrai départ dans vos nouvelles vies. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une déclaration publique de son affection, un symbole de son héritage et, franchement, un immense sujet de fierté pour lui. Il aimait les grandes démonstrations, surtout lorsqu'elles impliquaient de grosses sommes devant un public. Sophie, ma sœur aînée, a toujours été la préférée. À 31 ans, elle était tout ce qu'admirait mon père. Belle sans effort, charismatique et toujours le centre de l'attention. Elle avait navigué dans la vie, collectionnant les éloges et les admirateurs comme des souvenirs. Moi, en revanche, j'étais l'enfant du milieu, la pragmatique, celle qui réparait silencieusement les choses en coulisses. Chloé, notre plus jeune sœur, âgée de 26 ans, cherchait encore sa voie, souvent coincée entre l'orbite de Sophie et mon coin tranquille. La promesse du 1 million d'euros était acquise. Elle faisait partie des épines et du droit de la famille, murmurée lors des dîners de fête et évoquée chaque fois qu'un ami annonçait ses fiançailles. Alors, quand Sophie m'a appelé, le souffle coupé, pour me dire qu'elle s'était mariée en secret avec Karim Ben Ali, son amour de lycée, je n'ai pas été surprise par cette décision impulsive. Sophie a toujours fait les choses à sa manière, généralement sans trop se soucier des conséquences. Karim, 32 ans, avait toujours été charmant, mais même alors, j'avais un sentiment lancinant qu'il était plus clinquant que substantiel. Ce qui m'a surpris, c'est la réaction de mon père. Henri, l'homme qui planifiait méticuleusement chaque détail de sa vie, qui croyait en la tradition et au faste, n'a pas fait de scène. Il ne l'a pas renié. Au lieu de cela, il a convoqué une réunion de famille, sa voix inhabituellement calme. Sophie et Karim ont décidé de tracer leur propre chemin, a-t-il annoncé, me regardant directement, puis Chloé. Et bien que ce ne soit pas la grande affaire que j'imaginais, j'admire leur indépendance. Il a fait une pause, un petit sourire presque imperceptible jouant sur ses lèvres. Comme geste de mon soutien continu, et parce qu'elle est passée en premier, j'ai décidé de donner à Sophie son fonds de mariage complet maintenant. Tous les 1 million d'euros pour les aider à commencer leur nouvelle vie ensemble. 1 million d'euros. Tout pour Sophie. Ma mâchoire n'est pas tombée, mais mon estomac s'est noué. C'était un mouvement calculé, une démonstration publique de favoritisme qui ne laissait aucun doute. Sophie rayonnait, inconsciente, ou peut-être indifférente au tremblement de terre silencieux qu'elle venait de provoquer. Chloé m'a regardé, les yeux écarquillés d'un mélange de choc et de pitié. J'ai juste souri, un sourire pratique et tendu qui n'atteignait pas mes yeux. Avant de continuer, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. J'adore voir ma portée mondiale. Quelques semaines plus tard, mes propres fiançailles avec Thomas Lefebvre, 34 ans, sont devenues officielles. Thomas était tout ce que Karim n'était pas. Stable, gentil et complètement indifférent aux grandes démonstrations. Il m'aimait pour moi, pas pour mon nom de famille ou la richesse de mon père. Nous avions parlé d'un petit mariage intime, mais l'idée de ce 1 million d'euros avait toujours été un réconfort silencieux, un coussin pour notre avenir. J'ai programmé une rencontre avec mon père à son bureau, une tour élancée de verre et d'acier qui criait le pouvoir. Je suis entré, préparé à discuter des dates, des lieux, peut-être même du type de fleurs. Il s'est penché en arrière dans son fauteuil en cuir, les mains jointes, un léger sourire aux lèvres. Alors, Jasmine, commença-t-il, sa voix douce. J'apprends que des félicitations sont de mise. Oui, papa. Thomas et moi sommes fiancés. Nous pensons à un mariage complet. J'ai attendu, mon cœur battant un peu plus vite que d'habitude. C'était ça. Le moment où il confirmerait la promesse.
Il a hoché lentement la tête. Un mariage complet. Excellent. Tu vas t'en sortir, Jasmine. Tu as toujours été débrouillarde. C'était tout. Aucune mention de l'argent. Aucune offre d'aide. Juste ce, tu vas t'en sortir, dédaigneux, presque condescendant. Il me disait, à sa manière bien à lui, Henri Dubois, que j'étais livré à moi-même, que la promesse me concernant était nulle et non avenue. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. Je n'ai même pas laissé mon sourire vaciller. Je me suis simplement levé, les remercié de son temps, et je suis sorti de son bureau, les sols en marbre poli semblant plus froids que d'habitude sous mes talons. La carte est arrivée quelques jours plus tard, une manifestation physique de sa dernière pique sarcastique. Hâte de voir ce que tu vas créer. Oh, papa, tu n'imagines pas. Le rassemblement familial était le barbecue annuel d'été d'Henri, une affaire méticuleusement orchestrée dans le vaste jardin de son domaine à la campagne. Chaque année, c'était le même casting, des cousins éloignés, des associés commerciaux et la famille immédiate, tous orbitant autour d'Henri comme des planètes autour d'un soleil. J'étais arrivé avec Thomas, qui, Dieu merci, parvenait toujours à paraître à l'aise, même dans les situations sociales les plus inconfortables. Il discutait avec Chloé près du grill tandis que je faisais mon tour habituel, offrant des sourires polis et esquivant les questions sur les préparatifs du mariage. Alors, Jasmine, une date a-t-elle été fixée? Gazouilla ma tante Hélène, la sœur de ma mère, ses yeux brillants d'attente. Elle aimait un bon mariage. Pas encore, tante Hélène, répondis-je, mon sourire d'entraînement fermement en place. Je suis toujours en train de régler les détails. Les détails étant, bien sûr, comment organiser un mariage sans une avance d'1 million d'euros. C'est alors qu'un silence tomba sur la foule près de l'entrée. Les têtes se tournèrent, même Henri, au milieu d'une conversation avec un député, s'arrêta. Debout là, encadrée par l'arche menant de l'allée, se trouvait Sylvie Bernard, la sœur divorcée de ma mère. À 55 ans, tante Sylvie était une force de la nature, tout en angles aigus et en esprit encore plus vif, vêtue d'un tailleur en lin qui semblait bien plus cher que tout ce que quiconque portait. Elle était le mouton noir de la famille, ayant dit fameusement à Henri exactement ce qu'elle pensait de ses pratiques commerciales des décennies auparavant, ce qui avait entraîné une rupture permanente. Sa présence ici était inouïe. Elle scanna la foule, son regard se posant sur moi. Un lent sourire entendu s'épanouit sur son visage. Elle se dirigea directement vers moi, ignorant complètement l'expression stupéfaite d'Henri. « Jasmine, dit-elle, sa voix grave et râpeuse, me serrant dans une étreinte étonnamment chaleureuse. Tu as l'air bien. Et félicitations pour tes fiançailles, entendis-je. Elle me fit un clin d'œil, et je savais qu'elle voulait dire qu'elle avait tout entendu. Tante Sylvie, réussis-je, sincèrement surprise. C'est bon de te voir. Henri, s'étant remis, s'avança, son visage un masque de cordialité forcée. Sylvie, quelle surprise. Henri, répondit-elle, son ton parfaitement neutre, un défi subtil dans ses yeux. Je pensais juste passer dire félicitations à ma nièce. La famille, tu sais. Elle passa un bras autour de mon épaule, une déclaration d'allégeance claire. La mâchoire d'Henri se serra, mais il ne dit rien, se détournant pour reprendre sa conversation avec le député, bien que je remarquai qu'il nous jetait des coups d'œil furtifs. Sylvie m'entraîna loin du groupe principal vers un coin tranquille près de la roseraie. Alors, commença-t-elle, sa voix baissant. La petite performance de ton père. Ça t'a fait mal? Je la regardais. Je la regardais vraiment. Elle ne me plaignait pas. Elle évaluait. Ça m'a fait mal, admis-je, ma voix à peine un murmure. Mais ça a aussi clarifié les choses. Elle hocha la tête, un éclair d'approbation dans ses yeux. Bien, car j'ai suivi ton petit blog, Jasmine. Celui que tu gardes caché, écrivant sur les femmes en affaires, les défis, les opportunités. Mon blog La Forge? Celui que je pensais que personne ne lisait. Je sentis un rougissement monter le long de mon cou. C'est juste un passe-temps, marmonnai-je. Un passe-temps plus intelligent que la carrière de la plupart des gens, rétorqua-t-elle. Tu as l'esprit pour ça, Jasmine. Une vraie compréhension de ce qu'il faut pour bâtir quelque chose de significatif, pas seulement pour en hériter. Elle fit une pause, son regard intense.
Je cherche à investir dans quelque chose qui définira un héritage, quelque chose qui compte vraiment, pas seulement un autre projet de vanité d'Henri. Mon esprit s'emballa. Le mariage, le million d'euros qui n'était pas le mien. La carte sarcastique, le rejet de mon père, un mariage, aussi beau soit-il, semblait maintenant petit, insignifiant, juste une note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais construire quelque chose, c'était différent. C'était à moi. Je ne prévois pas de mariage formel, tante Sylvie, dis-je, les mots me surprenant même moi. Plus maintenant. Thomas et moi ferons quelque chose de simple. Mais j'ai une idée. Quelque chose de plus grand. Elle haussa un sourcil, un soupçon de sourire jouant sur ses lèvres. Raconte-moi. Je pris une profonde inspiration, les mots se précipitant. Un incubateur pour femmes fondatrices, un espace, une communauté, du financement d'amorçage, du mentorat pour les femmes qui sont négligées, sous-estimées, comme moi. Nous leur donnerons les ressources, le réseau, le capital pour bâtir leurs propres empires, perturber les industries, pas juste une main tendue, mais un tremplin. Sylvie écoutait, son expression illisible jusqu'à ce que j'aie fini. Puis elle fouilla dans son sac à main de créateur et en sortit un chéquier. Elle écrivit rapidement, arracha le chèque et me le tendit. Le montant me coupa le souffle. C'était plus que le million promis par mon père. Ceci est du financement d'amorçage, dit-elle, ses yeux pétillants. Mais ce n'est pas tout. Elle sortit alors un jeu de vieilles clés ornées, lourdes dans ma paume. C'est pour un immeuble que je possède au centre-ville. Il est vide depuis des années. Un peu à retaper, mais il a de bonnes bases et il est dans un emplacement de choix. Elle fit une pause, son regard inébranlable. Commence à construire, Jasmine. Nous parlerons du retour sur investissement plus tard. Je regardai le chèque, puis les clés. Ce n'était pas juste de l'argent. C'était de la confiance. Un défi silencieux. Mon père avait donné 1 million d'euros à Sophie pour célébrer sa vie. Sylvie m'avait donné plus, pas pour un mariage, mais pour construire une nouvelle vie. Il ne s'agissait pas seulement de gagner de l'argent. Il s'agissait de faire une déclaration. Une déclaration très forte, très publique. Thomas et moi n'avons pas tardé. Une semaine après que Sylvie m'ait remis le chèque et les clés, nous étions dans une petite salle discrète à la mairie. Il n'y avait pas de fleurs, pas de robe chic, pas de liste d'invités au-delà des éléments essentiels. Juste Thomas, beau et légèrement déconcerté dans son plus beau costume, et moi dans une simple robe crème achetée en magasin. Nos témoins étaient Chloé, qui semblait sur le point d'éclater en larmes de joie ou de confusion, et Sylvie, qui observait avec un regard entendu, presque fier. « Tu es sûr de ça, Jazz ?» m'avait murmuré Chloé avant, ajustant son gilet. « Pas de grand mariage ?»« Non, papa. » Je souris simplement. « C'est notre mariage, Chloé. » « C'est parfait. » Et ça l'était. C'était réel, ancré, et entièrement à nous. Libéré du poids des attentes ou du fantôme d'une promesse d'1 million d'euros. Nous avons signé les papiers, échangé des vœux silencieux, et voilà, Thomas et moi étions mariés. Nous ne l'avons dit à presque personne. C'était comme une arme secrète, quelque chose que je gardais précieusement alors que le reste du monde s'attendait à un grand spectacle. Le lendemain, j'étais dans le vieil immeuble au centre-ville, les lourdes clés que Sylvie m'avait données, solides dans ma main. Il était encore plus délabré que je ne l'imaginais. Des particules de poussière dansaient dans les rayons de lumière filtrant à travers des fenêtres sales, de la peinture écaillée, des fils électriques exposés, une odeur faible et moisie qui suggérait des décennies de négligence. Ce n'était pas seulement un endroit à retaper. C'était une fouille archéologique à grande échelle. « C'est ambitieux, » dit Thomas, examinant l'espace caverneux lors de sa première visite. Il a toujours été soutenant, mais je pouvais voir le scintillement du doute dans ses yeux. Il a de bonnes bases, répétai-je les mots de Sylvie, essayant de paraître plus confiante que je ne l'étais. Des semaines se sont transformées en mois. Je me suis lancé dans le projet avec une intensité qui m'a surprise moi-même. J'ai engagé une petite équipe d'entrepreneurs, négocié des permis, et passé d'innombrables heures à parcourir des plans et des budgets. Mes journées étaient un flou de poussière de construction, d'appels téléphoniques et de recherches tard le soir sur la conception d'espaces de coworking et les écosystèmes de start-up. J'ai appris à distinguer les différents types de câblage, la meilleure façon de renforcer un mur porteur,
et comment persuader un inspecteur municipal. Il y a eu des revers, bien sûr. Un problème de plomberie qui a coûté le double de notre budget. Un retard dans la livraison de cloisons vitrées sur mesure. Des entrepreneurs qui ne se sont pas présentés. Chaque obstacle était un test. Une petite voix dans ma tête murmurait, « Tu n'es pas faite pour ça. Tu aurais dû simplement organiser un mariage simple. » Les critiques venaient non seulement de l'immeuble lui-même, mais aussi de coins inattendus. Ma mère, Dieu merci, appelait tous les 2 jours. « Tu es sûr que tu ne devrais pas regarder les magazines de mariage, ma chérie ? Tu n'es jeune qu'une fois. » Elle ne comprenait pas. C'était mon « jeune une fois ». Chloé, cependant, voyait plus loin. Elle venait souvent après ses cours, apportant du café et une présence silencieuse. Un après-midi, alors que j'étais couverte de poussière de plâtre, fixant un mur à moitié fini, elle s'assit sur une pile de plaques de plâtre. « Jasmine » commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Tu vas bien ? Tu travailles tellement que tu ne dors presque pas. »« Je vais bien, Chloé. »« C'est important. » Elle soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je sais que c'est le cas. Mais parfois, tu me rappelles papa. » Tout consumé, obsédé par le besoin de prouver quelque chose. Les mots me frappèrent plus fort que n'importe quel contretemps de construction. Comme papa, cette pensée fut une douche froide. Étais-je comme lui ? Était-ce vraiment pour construire quelque chose de formidable ? Ou était-ce juste une forme tordue de vengeance, un besoin de montrer à Henri que je pouvais le faire sans lui ? Je ne répondis pas, me retournant simplement vers le mur, faisant semblant d'examiner un nouvel échantillon de peinture. La vérité était que je ne connaissais pas la réponse moi-même. Pas encore. Un soir, Thomas et moi étions à un gala de charité qu'Henri organisait. C'était l'un de ces événements étincelants et étouffants où tout le monde était sur son 31 et parlait de ses dernières initiatives philanthropiques. Je portais une robe que j'avais empruntée à Sylvie, me sentant un peu déplacé, mais déterminé à faire une apparition. Thomas échangeait des banalités polies avec certains associés d'Henri pendant que je me dirigeais vers un coin plus calme, ayant besoin d'un moment d'air. J'ai entendu le rire sonore d'Henri avant de le voir. Il se tenait avec un groupe de ses compères habituels, tous des hommes puissants en costume coûteux. Et la pauvre Jasmine, ricana-t-il, sa voix portant clairement par-dessus le doux murmure de la conversation. Elle joue encore avec ses petits projets, j'entends dire. Toujours en train de construire quelque chose d'invisible. Dieu la bénisse. L'un des hommes rit, un son court et dédaigneux. Pas de mariage en vue non plus. J'imagine qu'elle a finalement réalisé que certaines choses sont tout simplement hors de portée. Mon souffle se bloqua. Invisible. Hors de portée. Les mots étaient une coupure calculée délivrée avec un sourire. Il pensait que j'échouais. Il pensait que je luttais. Il pensait que j'étais toujours l'enfant du milieu négligé essayant de se faire un nom dans un monde qu'il contrôlait. Je ressentis une montée de quelque chose de froid et d'aigu. Mais mon visage resta impassible. J'ai simplement souri. Un sourire lent et sincère cette fois, qui ressemblait à un secret. Je me retournai et m'éloignai, non pas vers Thomas, non pas vers la sortie, mais vers l'avenir. Il n'avait aucune idée de ce que je construisais. Et bientôt, ce ne serait plus invisible. Près de 8 mois s'étaient écoulés depuis que Thomas et moi nous étions mariés en silence, et j'avais commencé à travailler sur l'incubateur. Le vieil immeuble commençait enfin à ressembler moins à un entrepôt délabré et plus à un espace moderne et vibrant. La poussière s'était dissipée, littéralement, et le bourdonnement de la construction était lentement remplacé par le doux bourdonnement de l'activité. J'avais maintenant 30 ans, et le rythme implacable de la construction à partir de zéro m'avait affûté, concentré. Un après-midi, mon téléphone sonna. C'était Sophie. Elle ne m'avait pas appelé directement depuis des mois, préférant généralement communiquer par notre mère ou un rapide SMS. Sa voix, habituellement vive et effervescente, semblait tendue. « Jasmine, pouvons-nous nous rencontrer pour un café quelque part de tranquille ?» Mon instinct me dit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Sophie, à 32 ans, demandait rarement quelque chose, surtout pas à moi. C'était elle qui avait tout, l'enfant doré. J'ai accepté, suggérant un petit café discret à quelques pâtés de maison de l'incubateur. Quand elle est arrivée, elle avait l'air différente. Ses cheveux,
habituellement impeccable, était un peu désordonnée, et il y avait de légères ombres sous ses yeux. Elle a commandé un café noir, ce qu'elle ne buvait jamais, préférant les lattes élaborées. Alors, dis-je en sirotant mon propre café. Qu'est-ce qu'il y a? Je gardai mon ton neutre, lui laissant de l'espace. Elle tripota sa tasse, évitant mon regard. C'est Karim. Elle me regarda enfin, et ses yeux étaient remplis d'une vulnérabilité brute que je n'avais jamais vue auparavant. Il a fait de mauvais investissements. Vraiment mauvais. Avec l'argent du mariage. Mon estomac se serra. Je me souvenais du grand geste d'Henri, du million d'euros entièrement remis à Sophie. Comment ça, mauvais? Demandai-je, ma voix toujours calme. Une partie importante est partie, murmura-t-elle, la voix brisée. Il s'est impliqué dans des transactions spéculatives. Quelque chose à propos d'une start-up de crypto-monnaie qui s'est avérée être une arnaque. Il pensait être intelligent en essayant de le multiplier pour nous, mais il a juste disparu. Elle se tordit les mains. Et maintenant il y a des questions de la part de certains de ses investisseurs et de papa. En fait, ils s'informent sur l'argent. Elle prit une respiration tremblante. Je ne sais pas quoi faire, Jasmine. Nous sommes en difficulté. Je ne sais même pas combien il reste. Karim est paniqué. Il parle de faire des emprunts, mais je ne lui fais plus confiance avec l'argent. Pas après ça. Elle s'interrompit. Puis elle me regarda droit dans les yeux, suppliante. Je sais que tu es doué pour ce genre de choses, pour les affaires. Tu l'as toujours été, même quand papa ne le voyait pas. Peux-tu nous aider? Nous donner quelques conseils. Je ne sais pas qui d'autre demander. J'ai écouté, mon expression illisible. L'ironie ne m'avait pas échappé. La sœur qui avait reçu l'avance d'1 million d'euros, celle à qui on avait tout donné, me demandait maintenant de l'aide. La sœur à qui on avait dit de se débrouiller. Je ressentis un éclair de quelque chose. Pas tout à fait de la satisfaction, mais une reconnaissance silencieuse du changement dans notre dynamique. Je suis désolé d'entendre ça, Sophie, dis-je, ma voix douce. Ça a l'air incroyablement stressant. Je lui ai offert une autre tasse de café. J'ai écouté pendant encore 20 minutes pendant qu'elle détaillait l'inconscience de Karim, sa propre peur, et l'ombre menaçante de la désapprobation d'Henri. J'ai hoché la tête, fait des bruits de sympathie, mais je n'ai donné aucun conseil, aucune solution, juste une oreille attentive et compatissante. Ce n'était pas un refus, pas ouvertement. C'était juste du silence. Pendant ce temps, mon propre monde bourdonnait. L'incubateur pour femmes fondatrices, que j'avais discrètement nommé La Forge, prenait de l'ampleur. Nous avions terminé les rénovations, rempli l'espace d'équipement de pointe, et lancé notre processus de candidature. La réponse avait été écrasante. Des dizaines de femmes brillantes et ambitieuses avaient postulé, leurs idées allant de la technologie durable aux solutions de santé innovantes. Nous avions sélectionné notre première cohorte, et l'énergie dans le bâtiment était palpable. L'événement de lancement discret, une petite réception sur invitation uniquement pour les mentors potentiels et les premiers investisseurs, s'était déroulé encore mieux que je ne l'avais espéré. Sylvie avait tiré des ficelles, et quelques personnes influentes étaient venues. Parmi elles se trouvait David Moreau, un journaliste technologique influent, âgé de 40 ans, connu pour ses analyses pointues et son reportage sans fioritures. Il avait passé des heures à discuter avec les fondatrices, à prendre des notes, et à me poser des questions précises sur ma vision. Une semaine plus tard, son article est paru. Ce n'était pas une enquête complète, mais un article élogieux dans une importante publication technologique en ligne. La Forge, une nouvelle aube pour l'entrepreneuriat féminin. Il mettait en avant notre modèle unique, le calibre de notre première cohorte, et suggérait subtilement l'ambition silencieuse derrière tout cela. Mon nom était en bonne place. L'article a fait des vagues. Mon téléphone a commencé à sonner avec des demandes d'investisseurs, de partenaires potentiels, et même d'autres fondatrices aspirantes. L'immeuble silencieux et invisible devenait visible. Puis l'email est arrivé dans ma boîte de réception. Une communication formelle et professionnelle de l'assistante exécutive de mon père. Objet, invitation opportunité de présentation au sommet héritage. Chère mademoiselle Dubois, monsieur Henri Dubois souhaite vous adresser une invitation personnelle à présenter lors du prochain sommet héritage annuel organisé par les Holdings Dubois.
Nous suivons les développements prometteurs à la Forge et pensons que votre approche innovante correspond parfaitement au thème du sommet sur le leadership tourné vers l'avenir. Veuillez nous faire part de vos disponibilités pour discuter plus avant de cette opportunité. Sincèrement, Madame Leclerc, nom de l'assistante. Je regardais l'écran, un rire lent et incrédule s'échappant de moi. Sommet héritage, futur forward leadership. Le même homme qui avait qualifié mes efforts d'invisibles et hors de portée, m'invitait maintenant à présenter lors de son événement prestigieux. Il voulait savoir ce que je faisais. Je me penchai en arrière sur ma chaise, le rire se transformant en un sourire satisfait et silencieux. Je tapai une réponse polie et brève. Chère Madame Leclerc, merci pour votre invitation. Malheureusement, mon emploi du temps est entièrement consacré au lancement de la Forge. Je devrais décliner cette opportunité. Sincèrement, Jasmine Dubois. J'appuyai sur envoyer. Le silence dans mon bureau était assourdissant et absolument parfait. Le buzz autour de la Forge grandissait, alimenté par l'article de David Moreau et les histoires de succès réels issus de notre première cohorte. Nous préparions un événement de lancement majeur, quelque chose qui nous mettrait officiellement sur la carte. Il fallait que ce soit percutant, mémorable, et surtout, disruptif. Je voulais que ce soit une déclaration, pas juste une célébration. Un soir, j'étais penché sur les épreuves de conception des invitations, choisissant méticuleusement les polices et le papier. Thomas est entré, portant 2 tasses de thé. Il s'est assis en face de moi, observant mon intensité concentrée. Tu sais, dit-il, sa voix douce. Elle ressemble beaucoup à des invitations de mariage. Je levai les yeux, un petit sourire jouant sur mes lèvres. Le design était élégant, classique, avec une touche de modernité. Le genre d'invitation qui annonçait habituellement un événement majeur de la vie. Vraiment ? Demandai-je innocemment. Il prit une gorgée de son thé. Oui, elle ressemble. Et tu as été très discrète sur le libellé exact. Est-ce que c'était-ce la grande révélation ? Je me penchai en arrière, étirant mes épaules. C'est une grande révélation. Thomas posa sa tasse. Jasmine, nous sommes mariés. Nous l'avons fait en silence, magnifiquement. Ça semble différent. Est-ce que c'est toujours à propos de ce que ton père a fait ? Est-ce de la vengeance ou une célébration ? Sa voix était empreinte d'inquiétude, pas de jugement. Il me connaissait mieux que quiconque. Il connaissait le feu silencieux qui m'animait. Je croisai son regard. Est-ce que ça ne peut pas être les deux ? Demandai-je, ma voix douce mais ferme. C'est une célébration de ce que nous avons construit, de ce que ces femmes construisent. Et si cela sert aussi de réponse très publique, très indéniable au rejet de mon père, alors ce n'est qu'un bonus. Il soupira. Une longue et lente expiration. Je m'inquiète juste pour toi, Jazz. Tu es tellement concentré. Ne perds pas de vue ce qui compte vraiment. Je ne le ferai pas, promis-je, et je le pensais. Thomas était ce qui comptait vraiment, mais aussi prouver que ma valeur n'était pas liée à l'approbation de mon père ou à ses promesses brisées. Les invitations furent envoyées quelques semaines plus tard. Elles furent envoyées à tous ceux qui comptaient, investisseurs, partenaires potentiels, journalistes technologiques, personnalités influentes du monde des affaires, et bien sûr, toute la famille Dubois. L'adresse était le bâtiment La Forge au centre-ville. La date était fixée pour un vendredi soir début automne, 1 an et demi après les fiançailles secrètes de Sophie et ma discrète cérémonie à la mairie. J'avais 30 ans. Thomas avait 35 ans. Mon téléphone commença à vibrer presque immédiatement. Ma mère appela en premier, sa voix un mélange d'excitation et de soulagement. Oh, Jasmine, enfin un vrai mariage. Ton père sera si content. Elle se lança dans un monologue sur les couleurs de robe et les options de traiteur. Je la laissai parler, offrant des acquiescements vagues, sans la corriger. Ensuite, Chloé appela, sa voix plus prudente. Jasmine, est-ce vraiment ton mariage ? L'invitation est si formelle, mais elle ne dit pas vraiment mariage nulle part. Elle dit un nouveau modèle pour la richesse des femmes, n'est-ce pas ? Oui, mais c'est si grandiose. Et le code vestimentaire est tenu de soirée formelle. Tout le monde va penser que c'est un mariage. Laisse-les penser, dis-je, un sourire que je ne pouvais réprimer jouant sur mes lèvres. Sophie, 32 ans, fut la dernière à me contacter.
Elle m'envoya par SMS une photo de l'invitation suivie d'une série d'émojis excités. OMG, ton grand jour. Tellement heureuse pour toi. Enfin. Quelle robe vas-tu porter? Je ne répondis pas à son message. Je n'en avais pas besoin. Le piège était tendu. Le jour de l'événement se leva clair et net. Le bâtiment La Forge, autrefois une coquille oubliée, était transformé. Le rez-de-chaussée, notre espace principal, scintillait sous un éclairage élégant. Des fleurs, de vraies cette fois. Un clin d'œil subtil à l'ironie, ornait chaque surface. L'air vibrait d'anticipation. Mon équipe, un groupe diversifié de femmes brillantes que j'avais choisi, se déplaçait avec une efficacité tranquille, s'assurant que chaque détail soit parfait. Je me tenais près de l'entrée, vêtu d'une robe élégante, faite sur mesure, qui ressemblait plus à un tailleur-pantalon qu'à une robe de mariée. Une déclaration silencieuse en soi. Thomas était à mes côtés, beau et encourageant comme toujours. Sylvie, rayonnante dans une robe bleu saphir, me fit un clin d'œil fier. Les premiers invités commencèrent à arriver, vêtus de leurs plus beaux habits de soirée, puis la famille Dubois. Ma mère dans une robe argentée scintillante. Chloé, élégante dans une robe vert émeraude profond, et Henri, 62 ans, dans un smoking parfaitement coupé, son expression un masque de satisfaction arrogante. Sophie, 32 ans, arriva au bras d'un Karim, 33 ans, quelque peu discret, tous deux habillés comme s'il assistait au mariage le plus exclusif de l'année. Sophie portait une robe longue rose pâle, ses cheveux artistiquement coiffés. Elle ressemblait à une demoiselle d'honneur ou peut-être à une invitée à un mariage très chic. Ils me saluèrent avec des félicitations, leurs visages rayonnants, prêts pour le spectacle d'un mariage traditionnel Dubois. Ma mère essaya même de me serrer dans ses bras, murmurant « Tu es magnifique, ma chérie, comme une vraie mariée ». Je souris simplement, un sourire froid et illisible. Puis les portes du grand hall s'ouvrirent. Les invités, y compris ma famille, entrèrent, leur sourire s'effaçant lentement alors qu'ils prenaient conscience de la scène. La scène n'était pas ornée d'un autel, mais d'un immense écran LED affichant le logo La Forge. Les tables n'étaient pas dressées pour un banquet de mariage, mais pour des rencontres et des présentations, et les programmes qu'on leur tendit n'étaient pas des programmes de mariage. La couverture avant, dans une écriture élégante, lisait « La Forge, un nouveau modèle pour la richesse des femmes ». Gala de lancement de produits. Un murmure collectif parcourut la pièce. La main de ma mère vola à sa bouche. Le visage de Sophie, un instant radieux, devint complètement vide. L'expression satisfaite d'Henri se dissipa en un masque d'incrédulité, puis de fureur naissante. Le piège était déclenché. Et ils y étaient tous tombés droit dedans. Le silence dans le grand hall était épais, lourd, chargé du poids des attentes brisées. La main de ma mère était toujours pressée contre sa bouche, ses yeux dartant entre moi et le logo La Forge sur l'écran. Chloé semblait mortifiée, mais aussi, pensais-je, un peu impressionnée. Le visage de Sophie était une étude de choc, sa robe rose pâle semblant soudainement ridicule dans le contexte d'un lancement technologique. Karim, 33 ans, à côté d'elle, semblait rétrécir, son assurance habituelle remplacée par une agitation nerveuse. Henri, 62 ans, fut le premier à se remettre. Son visage, d'ordinaire si posé, était un masque de rage à peine contenu. Il s'avança directement vers moi, la mâchoire serrée. Jasmine, siffla-t-il, sa voix basse et dangereuse, destinée uniquement à mes oreilles. Qu'est-ce que cela signifie? Tu as utilisé un mariage comme appât pour nous humilier? Je croisai son regard furieux, ma propre expression calme, presque sereine. Un appât, répétai-je, un léger sourire entendu effleurant mes lèvres. C'est comme ça que tu appelles ça, papa? Drôle. Je pensais que c'était juste une invitation à un événement important. Tu as utilisé une promesse comme appât. Tu te souviens, une promesse d'1 million d'euros pour me maintenir sous contrôle, pour me dénigrer. Ses yeux se plissèrent, mais il ne pouvait pas argumenter. La vérité flottait dans l'air entre nous. Il n'avait aucun argument moral ici. Il avait manqué à sa parole, favorisé publiquement une fille par rapport à une autre, et ensuite ricané de mes efforts silencieux. C'était simplement la conséquence. C'est peu professionnel, marmonna-t-il, jetant un coup d'œil aux invités de plus en plus nombreux, professionnels de l'industrie, journalistes et investisseurs, qui se mêlaient maintenant, ignorant le drame familial qui se déroulait.
Un spectacle public. Cela reflétera mal sur le nom du bois. Le nom du bois, répliquai-je, ma voix toujours douce mais avec une pointe d'acier. Je construis mon propre nom, papa. Et il s'appelle La Forge. Il ouvrit la bouche pour répliquer, mais fut interrompu par Thomas, 35 ans, qui s'avança, plaçant une main rassurante sur mon bras. Henri, dit Thomas, sa voix polie mais ferme. L'événement est sur le point de commencer. Peut-être devrions-nous prendre place. Henri lança un regard noir à Thomas, puis se détourna et s'éloigna d'un pas rapide, se dirigeant vers un groupe de ses associés commerciaux, cherchant sans doute à sauver son image. Alors que la salle se remplissait, le choc initial sur les visages de ma famille fit lentement place à une curiosité à contre-cœur. Ils ne pouvaient nier le professionnalisme de l'événement, la mise en scène impressionnante, le calibre des participants. Ce n'était pas un petit projet amateur. C'était sérieux. Je vis Sophie, 32 ans, assise à une table près du fond, l'air complètement misérable. Karim, 33 ans, était à côté d'elle, lui murmurant des choses urgemment. Soudain, Sophie s'écarta de la table, le visage pâle, et se précipita vers les toilettes. Je la regardai partir, un éclair de quelque chose d'apparenté à la pitié, mais surtout une observation silencieuse et détachée. Quelques minutes plus tard, je vis Chloé, 27 ans, la suivre. Quand Chloé revint, son expression était sombre. Elle vint directement vers moi. « Jasmine, murmura-t-elle, la voix tendue. Sophie est aux toilettes. Elle est un désastre. Karim fait l'objet d'une enquête pour fraude, pas seulement par papa, mais par les autorités réelles. Certains de ces investisseurs qu'il a escroqués étaient des gens sérieux. Elle a peur. Elle pense qu'il va aller en prison, et qu'elle va tout perdre. Mon cœur ne se brisa pas exactement, mais il ne bondit pas non plus de joie. Ce n'était pas le genre de karma que j'avais imaginé. C'était la vraie vie, compliquée et douloureuse. Sophie, malgré tous ses défauts, était toujours ma sœur. Et Karim, malgré toute sa charmante imprudence, était toujours son mari. « Que as-tu dit à ça ?» demandai-je à Chloé. « J'ai juste écouté, » répondit Chloé, faisant écho à mes propres actions précédentes. Elle a peur, Jasmine. Vraiment peur. Elle n'arrêtait pas de dire, « Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais dire à papa ?» L'ironie était presque trop forte pour être supportée. Sophie, qui avait toujours compté sur la protection et la richesse d'Henri, faisait maintenant face à une crise qu'1 million d'euros ne pouvait pas résoudre. Et elle se tournait vers moi, la sœur qu'elle avait toujours éclipsée, pour obtenir des réponses. Juste au moment où les lumières s'éteignaient, signalant le début des présentations, mon téléphone vibra. C'était une notification d'une application d'alerte d'actualité que je suivais. Le titre apparut sur mon écran. La fille qui a surpassé son père. Rencontrer Jasmine Dubois. Par David Moreau. Mes yeux s'écarquillèrent. David. Il l'avait publié pendant l'événement. Une exposition virale, pas moins. Il n'avait pas seulement écrit un article. Il avait lâché une bombe. L'article ne portait pas seulement sur la forge. C'était un récit à peine voilé sur ma famille, la promesse rompue de mon père, et mon ascension silencieuse et stratégique. Il ne nommait pas explicitement Henri, mais il n'en avait pas besoin. N'importe qui dans notre cercle saurait exactement de qui il s'agissait. Je levai les yeux vers la scène où la première fondatrice était sur le point de commencer sa présentation. Puis je jetai un coup d'œil au fond de la pièce où Henri parlait toujours avec animation, inconscient, et à Sophie, qui rentrait lentement dans la salle, les yeux rougis. Le spectacle était sur le point de commencer, et le monde regardait. Le gala battait son plein. Les premières fondatrices avaient présenté leurs projets, leur passion et leur innovation remplissant la pièce. L'énergie était électrique, un contraste saisissant avec la tension palpable à la table de ma famille. Je pouvais sentir les yeux d'Henri sur moi, lourds d'un mélange de colère et de confusion. Sophie, 32 ans, était affalée, le visage pâle, essuyant occasionnellement ses yeux. Karim, 33 ans, était collé à son téléphone. Son expression mêlait panique et défi. Puis ce fut mon tour. Je montai sur scène, le projecteur chaud sur mon visage. Le logo La Forge brillait derrière moi. Je balayai la pièce, rencontrant les regards des investisseurs, des journalistes, et enfin ma famille.
Thomas, 35 ans, me fit un petit sourire encourageant depuis la première rangée. Sylvie, 55 ans, offrit un hochement de tête subtil et fier. Bonsoir à tous, commençai-je, ma voix claire et régulière, amplifiée par le microphone. Ce soir, nous célébrons non seulement une nouvelle entreprise, mais un nouveau paradigme, une nouvelle façon de construire la richesse, de définir l'héritage. Je fis une pause, laissant mon regard s'attarder sur Henri, 62 ans. Pendant longtemps, j'ai cru que l'héritage était quelque chose que l'on héritait, quelque chose qui était transmis. On m'a promis un héritage, un vrai départ dans une nouvelle vie, comme on me l'a dit un jour. Un murmure parcourut la salle. De nombreux participants connaissaient la famille Dubois et son patriarche. Mais j'ai appris que le véritable héritage n'est pas donné, continuai-je, ma voix prenant de la force. Il se construit brique par brique, idée par idée. Par ceux qui sont souvent négligés, sous-estimés, et à qui l'on dit qu'ils devront simplement se débrouiller. Mes yeux rencontrèrent ceux d'Henri. Son visage était un nuage d'orage. Je l'entendis jeter un coup d'œil à sa montre, puis à la sortie. On m'a dit que j'étais débrouillarde, dis-je, un léger tremblement presque imperceptible dans ma voix, un fantôme de la douleur que j'avais ressentie. Et je suis assez débrouillarde pour transformer une promesse rompue en fondation. Assez débrouillarde pour construire un espace où d'autres femmes, tout aussi débrouillardes, peuvent prospérer. Des femmes qui n'ont pas besoin d'une main tendue mais d'un tremplin. Des femmes qui construisent quelque chose de visible, quelque chose de durable, sans l'approbation de personne. Mes mots étaient un tir direct, visant Henri. Il se déplaça sur son siège, son visage s'assombrissant. Je le vis jeter un coup d'œil à sa montre, puis à la sortie. La forge n'est pas juste un espace de coworking ou un incubateur, déclarai-je, ma voix résonnant de conviction. C'est une déclaration. C'est la preuve que l'innovation n'a pas besoin d'argent ancien ou de privilèges hérités. Elle a besoin de vision, de cran, et de foi en la puissance de ceux qui refusent d'être invisibles. J'ai parlé des fondatrices, de leurs idées révolutionnaires, de l'impact qu'elles avaient déjà. J'ai parlé de notre mission de perturber les industries, de créer un nouveau modèle de succès. Le public était captivé. Les applaudissements montaient. À mi-chemin de mon discours, Henri se leva brusquement. Sa chaise racla le sol, un bruit discordant dans la pièce autrement attentive. Il ne me regarda pas. Il ne regarda personne. Il se contenta de se retourner et sortit en trombe de la salle, le dos raide d'indignation. Quelques têtes se tournèrent, mais la plupart des gens étaient trop absorbés par mon discours, ou peut-être trop polis pour faire du raffut. Je n'ai pas flanché. Je n'ai même pas reconnu son départ. Mon regard balaya le reste de l'audience, s'arrêtant sur Sophie. Elle était toujours assise, ses épaules secouées. Elle ne me regardait pas, mais baissait les yeux sur ses mains, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Ce n'était pas seulement l'humiliation publique. C'était le poids de sa propre réalité en ruine, exposée à la vue de tous. Quand j'ai eu terminé, les applaudissements furent assourdissants, une ovation debout. Ce n'était pas seulement pour le modèle d'affaires. C'était pour la défiance silencieuse, l'honnêteté brute, l'audace pure de tout cela. En descendant de scène, Sylvie était là, les yeux brillants. Elle me serra dans une étreinte rapide et féroce. « Tu as fait ce qu'aucun d'entre eux n'a pu faire, Jasmine, » murmura-t-elle à mon oreille, la voix chargée d'émotion. « Tu as créé quelque chose de durable sans leur approbation. Tu as construit ton propre héritage. » Thomas nous rejoignit, son visage rayonnant de fierté. « Tu étais incroyable, Jazz. » Le reste de la soirée fut un tourbillon de félicitations, de réseautage et du bourdonnement satisfaisant du succès. David Moreau, 40 ans, me trouva. Ses yeux pétillaient. C'était un sacré discours, Jasmine. L'article est déjà en tête des tendances. Tu as cassé Internet, sourit-il. Et l'ego de ton père, apparemment. Les jours se transformèrent en semaines. Le buzz autour de la forge ne s'est pas estompé. Les candidatures affluèrent. Les investisseurs appelèrent. Les médias réclamèrent des interviews. Le nom de mon père, autrefois synonyme de pouvoir et d'influence, était maintenant subtilement éclipsé par le mien. Puis un email atterrit dans ma boîte de réception. Il venait de Sophie. Objet, candidature consultant la forge. Chère Jasmine,
suite au succès incroyable du lancement de la forge, j'ai été tellement inspiré par ce que tu construis. Avec mon expérience en Redacted, probablement marketing ERP de sa carrière conventionnelle, je crois que je pourrais être un atout précieux pour votre équipe, particulièrement en relation client ou en partenariat stratégique. J'ai joint mon CV et je serai reconnaissante de l'opportunité de discuter de la façon dont je pourrais contribuer à la mission de la forge. Sincèrement, Sophie Dubois. Je regardais l'email, un sourire familier et silencieux s'épanouissant sur mon visage. Sophie, l'enfant doré qui avait tout eu, postule maintenant pour un emploi chez moi. L'ironie était exquise. J'ouvris un nouvel email, tapai une réponse polie et professionnelle, et envoyai. Chère Sophie, merci pour votre intérêt pour la forge. Nous apprécions que vous nous preniez en considération. À l'heure actuelle, nous ne cherchons pas à agrandir notre équipe dans les domaines que vous avez mis en avant. Nous vous souhaitons bonne chance dans votre recherche d'emploi. Sincèrement, Jasmine Dubois. Ce n'était pas un rejet furieux. Ce n'était pas une honte publique. C'était juste un « non » silencieux, ferme, professionnel. Le genre de « non » qui portait le poids des années d'être négligé. Le genre de « non » qui était la brûlure ultime et permanente. Les mois qui suivirent le lancement du gala La Forge furent un tourbillon. L'article viral de David Moreau, 40 ans, nous avait vraiment lancé. Les investisseurs qui avaient précédemment rejeté mes propositions m'appelaient maintenant, impatients d'entrer au début. Notre deuxième cohorte de fondatrices était encore plus impressionnante que la première, et leur premier succès générait encore plus de buzz. La Forge n'était pas juste une start-up, c'était en train de devenir un mouvement. L'impact sur le monde d'Henri fut indéniable. Sa société, les Holdings Dubois, connue pour ses stratégies d'investissement traditionnelles dominées par les hommes, commença à ressentir le changement subtil du marché. Plusieurs clients féminins de haut niveau, en particulier ceux des secteurs de la technologie et de l'innovation, déplacèrent discrètement leur portefeuille. Certains citèrent ouvertement le succès de la Forge et ma position publique en faveur du soutien des femmes dans les affaires comme raison. Ce ne fut pas un effondrement soudain, mais une érosion lente et régulière de sa crédibilité auprès de ses pairs, en particulier ceux qui valorisaient le leadership avant-gardiste. Il était toujours Henri Dubois, puissant et riche. Mais l'éclat de son héritage ternissait indéniablement. J'ai utilisé une partie importante de mes profits initiaux, ainsi que les conseils continus de Sylvie, pour faire quelque chose de profondément personnel. Ma mère avait toujours rêvé d'une petite maison moderne, quelque chose avec un jardin et beaucoup de lumière. Elle avait passé sa vie dans l'ombre d'Henri, dans une maison qui était plus un monument à son ego qu'une maison confortable. Je lui ai acheté un beau terrain et lui ai construit exactement ce qu'elle voulait. C'était un geste silencieux, qui ne fit pas les gros titres, mais qui me parut plus significatif que tout triomphe public. Elle pleura quand elle le vit. Un vrai pleur de joie que je n'avais pas entendu depuis des années. Chloé, 27 ans, qui avait observé silencieusement mon parcours, me surprit en demandant à me rejoindre à temps plein. Elle avait terminé ses études et réalisé que sa passion résidait non pas dans son parcours professionnel initial, mais dans l'environnement dynamique et axé sur la mission de la Forge. Elle a commencé comme mon assistante exécutive, prouvant rapidement sa valeur. Son esprit vif et sa nature empathique en faisaient une candidate naturelle pour notre mission. Nous avons passé plus de temps ensemble que jamais, non seulement en tant que sœurs, mais en tant que collègues construisant quelque chose ensemble. Cela ressemblait à un autre type de famille, une que je choisissais activement. Sophie, 32 ans, a demandé le divorce à Karim, 33 ans, discrètement, sans fanfare. L'enquête pour fraude sur les transactions de Karim s'était intensifiée, et il devint clair que leur vie commune, bâtie sur ses projets imprudents, était insoutenable. Elle a commencé une thérapie, quelque chose que ma mère suggérait subtilement depuis des années. Je n'entendais pas beaucoup parler d'elle directement, mais Chloé me tenait occasionnellement au courant. Sophie avait du mal, mais elle faisait aussi, pour la première fois, face à ses propres choix et à leurs conséquences. Ce ne fut pas une chute triomphale pour elle, mais une reddition douloureuse et nécessaire. Après près de 2 ans de travail acharné, Thomas, 35 ans, m'a finalement convaincu de prendre une lune de miel retardée. Nous avons décidé d'un voyage tranquille en Italie, loin des exigences de la Forge et des ombres persistantes du drame familial. Alors que nous nous tenions dans la file de sécurité à l'aéroport, ma main dans celle de Thomas, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. La satisfaction silencieuse du succès, oui,
mais aussi la chaleur d'un partenaire choisi et d'une famille choisie. Juste au moment où nous allions passer la porte, je l'ai vu. Henri, 64 ans maintenant, se tenait seul près d'un panneau de départ, son téléphone pressé contre son oreille. Il avait l'air plus petit. Son entourage habituel était absent, ses épaules semblaient un peu voûtées. Il était vêtu d'un costume de voyage, mais il ressemblait moins à de la puissance qu'à un uniforme. Il semblait se disputer avec quelqu'un au téléphone, sa voix basse et tendue. Il ne m'a pas reconnu tout de suite. Je me tenais plus droite, ma posture plus confiante, mon visage ne portant plus la tension subtile de quelqu'un qui essaie de faire ses preuves. Il jeta un coup d'œil, ses yeux passant sur moi sans le moindre signe de reconnaissance, puis retourna à son appel téléphonique. Il était tellement absorbé par la crise qu'il gérait, tellement isolé dans son propre monde, que j'étais simplement un autre visage dans la foule. C'est le silence, pas le succès, qu'il a eu à la fin.